Bienvenue à vous tous dans ce nouveau rendez-vous en mode Connected Mate. On est tous connectés pour mieux comprendre l'intelligence artificielle générative, ce qui se passe, les tendances à ne pas rater, les rebonds qui éclairent différemment, nos questionnements aussi, les opportunités qui s'ouvrent et pourquoi pas nos coups de gueule. On verra ça dans cet épisode enregistré en live sur TikTok avec vos réactions. Connected Mate. Je suis pas venu tout seul aujourd'hui, on est avec la rédac, il y a Alice, elle est consultante, prof de com, elle fait parler les data et elle parle beaucoup et on en parle beaucoup aussi de la data. Bienvenue à toi Alice. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir PPC, la team et tous ceux qui nous écoutent ici ou en podcast plus tard. Voilà, ça fait plaisir, merci à vous tous d'être présents, vous êtes nombreux là sur TikTok, c'est cool, mettez vos commentaires, on pourra rebondir aussi dessus. Deuxième autour de cette table, c'est Charles Nastorg, assembleur de bulles, de business, dans le business to business, il est en tant que communicant. Bonsoir à toi Charles. Bonsoir PPC, bonsoir à tous. Ravi. Et allez, troisième larron, Christian Bellala, chef d'orchestre de la protection des données. Salut Christian. Salut, bonjour à tous et à toutes, ravi d'être là encore une fois. Et ouais, ça fait plaisir. Et puis le dernier, last but not least, Jean-Emmanuel Serré, designer. Il met de l'humain dans les choses de la vie. Salut Jean-Emmanuel. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver après un été chaud. Ouais, chaud et studieux, c'est sympa, c'est sympa. Alors, on va démarrer cet épisode un peu particulier. On va essayer de le faire peut-être une fois par mois, un peu un débrief, prendre un peu de recul sur les sujets qu'on a pu voir en fait en matière d'intelligence artificielle, histoire de se prendre un peu de recul. On va démarrer avec une première séquence, c'est la séquence vu, lu et entendu. On va démarrer peut-être par, le grand buzz, le grand bruit et le lancement de ChatGPT 5, Alice. Ouais, c'est vrai que c'est... là, vu qu'on parle d'actu, c'est un petit peu dur de parler d'actu sans parler de ChatGPT 5 qui a fait effectivement beaucoup parler de lui. C'est vraiment des sujets qu'on a vu le plus popper au mois d'août. Donc, il est sorti le 7 août. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 mois. Déjà qu'il est sorti, et autant il a été vraiment salué par beaucoup pour sa simplicité d'usage, le fait que maintenant il n'y ait plus besoin de choisir le modèle, les performances qui sont accrues aussi bien en termes de codage, d'analyse de données, la baisse des hallucinations, mais il y a aussi pas mal de critiques. Et moi, l'article sur lequel je voulais revenir et qui m'a fait tiquer, c'est un article de 20 minutes qui est paru juste vraiment quelques jours après la sortie, et rien que le titre est révélateur, à savoir « J'ai perdu mon ami ». On a parlé du fait que l'IA était moins chaleureuse, mais ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que malgré qu'il a conservé toutes les données personnelles, le fait qu'il ait changé complètement de ton, qu'il s'est mis à parler un peu comme un étranger, ça a été vraiment très perturbant pour beaucoup. Maintenant, il est plus froid, il est plus détaché. Donc c'est un petit peu... il y a des millions de personnes, j'exagère pas en disant millions parce que là, il y a des stats qui disent qu'il y a 700 millions d'utilisateurs hebdo de ChatGPT 5 et c'est 20% de tous les usages qui sont faits à des fins vraiment purement conversationnelles. Donc en fait, il y a vraiment des personnes qui ont perdu un ami vu qu'il n'avait plus sa personnalité, quoi. Et certains disent vivre comme un deuil. Quand on regarde le top 3 des demandes qui sont faites à ChatGPT, c'est être un confident, mieux s'organiser, trouver un sens à sa vie. Donc c'est vrai que nous, on a une utilisation souvent business ou tout du moins professionnelle et on n'a pas toujours en tête ça. Il y a même une étude que j'avais vue de Flash pour Hostinger qui dit que sur un gros panel de personnes, qu'un Français sur 4 a déjà confié des choses à ChatGPT qu'il ne dirait pas à un humain. Donc c'est vrai que cette dimension-là, vraiment c'est plus que de la personnalité. L'anthropomorphisation entre guillemets, c'est vraiment le fait de changer à ce point de personnalité. C'était vraiment, certains ont perdu un proche. Ça va jusque là, jusque là. C'est un peu fort. T'as aussi repéré une deuxième news qui a fait beaucoup de bruit. Notebook LM a muté, il a changé. Ah ouais, et puis ça, moi je suis comme certains d'entre vous le savent, très très utilisatrice de Notebook que j'aime vraiment beaucoup et pas arrêté de s'améliorer ces derniers temps, que ce soit le nombre de langues prises en charge avec les 80 langues, avec le nouveau panneau, le nouveau studio qui est plus intuitif, le fait que maintenant il est multitask, c'est-à-dire qu'on peut générer une vidéo pendant qu'on génère un audio ou pendant qu'on lit un rapport ou qu'on
une mind map, mais c'est comment dire, il y a l'article en fait qui m'a le plus intéressé, c'est un article de 01net. Le mode audio, l'audio overviews, permet désormais plusieurs modes. C'est-à-dire qu'avant, quand on utilisait l'overviews, de base, c'était ce qu'ils appelaient le deep dive. Donc, le fait d'avoir une conversation entre deux personnes sur un sujet, à savoir sur toutes les sources que l'on avait mis en place. Mais désormais, il y a 3 nouveaux modes qui sont arrivés. Les modes briefing, critique et débat. Donc le mode briefing, c'est vraiment pour faire un condensé extra succinct de moins de 2 minutes de l'ensemble des sources qui ont été posées. Le mode critique, qui était pas mal attendu, en fait, ça va proposer plus une analyse d'experts, et donc ça va toujours être de sources qui parlent, mais qui vont vraiment aller en profondeur sur les domaines et apporter un peu un regard critique. Et il y a aussi une 4e donc fonction qui se rajoute et qui est la fonction débat, où vraiment les deux autres vont vraiment comme s'affronter dans un débat. Et ça va être utile à plein de publics différents, aussi bien dans le marketing, aussi bien voilà dans la recherche, les étudiants qui souhaitent avoir plein d'angles sur un sujet. Donc vraiment ça renforce encore plus tout ce que l'on peut faire avec notre Book-LM, et moi cet outil il m'impressionne vraiment énormément quoi. Ouais, je partage, on rebondira sûrement là-dessus, cet outil incroyable sorti des laboratoires de Google, un peu planqué il y a 1 an, puis qui on voit prend une place qu'a sa propre application d'ailleurs, et qui petit à petit amène une couche supplémentaire là aussi sur l'IA. Allez, on va passer le micro à Charles. Charles, tu as aussi vu et découvert des choses intéressantes, et toi tu es parti du côté de l'Asie, si je me trompe pas, c'est ça ? Ouais, tout à fait. On sait qu'aujourd'hui l'Europe est entre 2 feux, entre les États-Unis d'un côté et la Chine. Il y a une sorte de guerre et de course, plus de guerre, de course, parlons plutôt de course pour l'instant, à l'IA. Et la Chine et la Corée du Sud ont commencé à frapper très fort, puisqu'ils ont intégré pour les jeunes, les enfants d'à peu près 6 ans, déjà des cours sur l'intelligence artificielle. Donc ils intègrent tout de suite les cours pour pouvoir sensibiliser à la fois les jeunes et les plus jeunes générations à ces nouvelles technologies, les aider à mieux comprendre ce qui les entoure et les futurs outils qu'ils vont avoir demain. Ce qui est très intéressant, en plus, on sait le cas, il faudrait que je vérifie pour la Corée du Sud. Pour comprendre l'IA, il faut être plutôt bon en maths, en tout cas ça c'est un plus, et la Chine fait partie des pays qui sont dans le plus haut dans le classement PISA annuel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement en Chine a eu un effet papillon, puisqu'aux États-Unis, il y a eu une lettre signée par plus de 250 grands dirigeants d'entreprises pour dire qu'ils souhaiteraient eux aussi qu'on intègre beaucoup plus de cours, pas que l'IA, mais des sciences liées à l'IA aux États-Unis pour les jeunes, parce que c'est un manque cruel. Je crois qu'il y a que 12 États aux États-Unis qui intègrent dans les lycées des cours liés aux sciences informatiques. Et donc, c'est un gros retard sur les générations à venir, puisqu'on sait, on voit nous-mêmes en France avec la perte de vitesse que l'on a sur le nombre d'ingénieurs que l'on a aujourd'hui en France. Je pense notamment, alors pour plein de raisons, sur le nucléaire, où on essaie de relancer la filière, mais il se trouve qu'on a perdu une génération parce qu'il y en a eu un peu moins. Donc, sur l'IA, si jamais il y a de la perte d'ingénieurs, quand on voit que les grandes entreprises s'arrachent tous les cerveaux disponibles sur le développement des IA, c'est intéressant de voir que, encore une fois, l'Asie prend une longueur d'avance, et que le monde occidental est un peu à la traîne, du fait de systèmes aussi sociétaux un peu différents, mais quand il y a certains choix, ça s'accélère côté de la Chine. Pour rester sur l'ambivalence Chine-États-Unis, il y a un autre point. Alors, encore une fois, ça va être moins lié à les technologies en elles-mêmes, mais c'est pas anodin sur le développement, Alice en parlait avec l'utilisation des nouveaux modèles. C'est sur la capacité des États-Unis et de la Chine à pouvoir fournir assez d'électricité pour faire tourner toutes les machines qui permettent d'avoir ces IA. Et il se trouve que certains rapports sont sortis qu'aux États-Unis, ils commencent à être en manque de production d'électricité pour pouvoir faire tourner tous les serveurs. On sait qu'il y a un aspect écologique, mais qui ne tombe pas forcément dans une greenwashing, mais on sait que ça va devenir un enjeu clé. On parlait de ChatGPT. L'enjeu de ChatGPT demain, c'est de pouvoir tourner avec moins de serveurs, parce que aujourd'hui, ça leur coûte plus cher de faire tourner, ça coûte plus cher à OpenAI de faire tourner ChatGPT que ça ne leur apporte de l'argent. Donc il y a un équilibre à trouver, et forcément l'énergie va être importante. Et on sait que si jamais demain il y a des pannes électriques ou autres,
ça risque d'endiguer pas mal de services. Et donc la Chine, elle, n'a pas de ce souci-là. Après, on peut discuter sur les sources d'énergie plus ou moins propres entre la Chine, les États-Unis aussi, puisqu'ils ont d'autres moyens. Donc il y avait ce rapport-là qui était intéressant. Et le dernier point que j'avais vu que je trouvais intéressant et qui, pareil, peut nous toucher au niveau européen sur une note un peu positive, c'est que l'État du Michigan a utilisé des IA, des drones et des imprimantes 3D pour pouvoir mieux gérer l'entretien des réseaux d'eau, de distribution d'eau. En France, il y a eu un rapport qui a été fait par, je ne sais plus si c'était une commission ou des députés. Toujours est-il qu'en gros, si on souhaitait diminuer la perte d'eau, ça coûterait des milliards pour pouvoir entretenir les réseaux. Et là, on voit qu'un État américain a peut-être montré la voie pour pouvoir faire l'entretien de ces réseaux à moindre coût en mélangeant des technologies récentes, telles que l'IA avec les drones, là où ils peuvent aller, et des imprimantes 3D, j'imagine aussi, pour... alors l'article n'en parlait pas, mais j'ai vu d'autres choses qui sont sorties pour pouvoir justement derrière colmater plus rapidement au niveau des réseaux. Donc c'était assez intéressant de se dire que on commence à voir enfin des usages de l'IA qui peuvent être bénéfiques à la fois pour l'environnement et indirectement pour l'humain. Avec l'été, comme tu disais, très très chaud qu'on a eu, Jean-Emma, important l'eau va se raréfier et ce serait intéressant de voir comment l'IA peut dès à présent contribuer à sa sauvegarde. Génial, on continue à brasser, à faire le tour avec la rédac et puis on rebondira sur les commentaires qui sont présents sur TikTok. Il y a des choses très intéressantes et merci à toutes celles et tous ceux qui sont présents avec nous. Mettez vos commentaires, on rebondira aussi. Christian Bellala, Christian, qu'est-ce que tu as repéré toi cet été en matière d'innovation sur l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui t'a marqué? Mais écoute, beaucoup de choses ont bougé, comme d'habitude, mais c'est toute l'année, pas que cet été. Alors c'est vrai que moi, c'est toujours la création média qui reste mon petit hobby d'avant, mon ancien métier. Donc c'est vrai que ça a beaucoup bougé. Et il y a un petit truc qui arrivait, c'était un nom rigolo. Avec si je vous dis banane, par exemple, c'est assez drôle comme nom. Donc c'est Nano Banana. Et donc c'est vrai que c'est assez bluffant parce que c'est vrai qu'on est habitué à voir depuis des années, même avant ChatGPT, des effets waouh, des créations génératives d'images et de vidéos maintenant. Donc c'est vrai que c'est à chaque fois des effets waouh, donc à chaque fois c'est assez perfectible. C'est soit sur une durée, on fait pas grand chose avec, puis après on peut pas récupérer, on peut pas aller plus loin, on peut pas faire un long métrage par exemple. Voilà. Après c'est perfectible sur les rendus aussi, sur tout ce qui est naturel. Et c'est vrai que bon, ça évolue. À chaque fois c'est des démos. Et là on a dépassé un petit peu ce stade. Alors c'est vrai qu'il y a eu des effets de masse, de clics, pour attirer le nonchalant qui était du coup le tueur de Photoshop. Alors ça je le vois depuis 5 ans, le tueur de Photoshop. Là ça arrivé sur Nano Banana. Et c'est vrai que du coup on savait pas trop au début qui c'était. Et en fait c'est Google qui est derrière. Et c'est vrai, donc c'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'on le sous-estime et souvent on dit ouais, Google ceci, Google cela, parce que du coup ils sont en retard. Alors c'est vrai que maintenant on s'aperçoit que non. On a parlé de Notebook juste avant, donc je crois qu'après il y aura Gemini qui va être mis sur la table. Mais là du coup il y a cette génération d'images. Donc là on est sur de l'image avec Banana. Donc c'est intégré dans Flash 2.5 de Google. Et c'est vrai que là ça va un peu plus loin dans le sens où il y a un truc qui est très difficile, y compris avec Midjourney qui a beaucoup d'avance. C'est de récupérer, on se modifie là actuellement sur une image réelle, sur une photo, qu'on prend à l'instant T, et au bout de deux injections, 2 requêtes, on aura tout de suite des artefacts. Donc un petit changement, genre peut-être une barbe, un peu comme Charles peut-être, ou ça sera inverse, Charles n'aura plus de barbe, donc là du coup, ça n'ira plus, peut-être que j'aurai plus de cheveux, ou pas du tout. Donc voilà, il y aura toujours des petites variantes au fur et à mesure. Là, du coup, ce que permet cette nouvelle IA qu'ils ont mis, donc c'est Google DeepMind, et là, mis à disposition, donc tout le monde y a accès, donc soit avec offre payante, on est limité, soit du coup en quelques essais. Et c'est vrai que du coup, ça garde indéfiniment, en fait, tout ce qu'il y a sur l'image. Donc on peut cibler, je veux juste mettre un nez rouge, je sais pas, par exemple, Jean-Emmanuel, qui n'a pas encore parlé, avec ses lunettes, du coup, il va mettre un nez rouge avec les ombres, et il ne va pas toucher aux lunettes, ni à son visage, ni à sa petite barbe. Donc, du coup, il va laisser. Pareil pour la coupe de cheveux, il va pas y toucher. Donc, ça, c'est très intéressant. Et là où c'est fabuleux, c'est Adobe, qui, du coup, un des outils que je préfère. Je crois que ça, tout le monde le sait. Adobe a inclus, du coup, Banana le modèle dans Banana, son Photoshop. On va revenir sur ce sujet. Parce qu'il y avait déjà VO2. On va revenir sur ce sujet. Il y en avait plein des modèles déjà. Ouais, c'est clair. T'as repéré d'autres choses ou pas, Christian? Oui, voilà.
Alors du coup, c'est une petite, c'est des usages, donc ça se passe pas en France, ça se passe au Danemark, c'est pas très loin quand même, le Danemark. C'est au sujet de l'éducation. Alors je sais qu'il y a des professionnels de l'éducation, hein, n'est-ce pas Alice? Et puis aussi parmi ceux qui nous suivent et qui nous écoutent. Donc là, c'est au Danemark. Du coup, ils ont lancé en fait la possibilité d'utiliser du coup l'IA. Donc là, c'est ChatGPT entre autres, mais du coup, ça pourrait être une autre sur les préparatifs du baccalauréat. Donc c'est pas rien. Je trouve. Alors c'est vrai que je suis allé un petit peu le parallèle avec l'usage de la calculatrice qui était arrivé progressivement. Donc là, je reviens sur ce terme progressivement. Donc là, je vois ça un petit peu comme ça en fait. Hein. C'est ça qui m'a alerté. Je fais tiens, on commence à faire des essais pour la phase préparatoire. Donc là, je vous laisserai débattre et imaginer, vous projeter sur l'avenir, que vont devenir nos cerveaux si déjà, pour se préparer à une épreuve, donc là, c'est pour l'épreuve de l'oral, je crois, de français, il me semble, je sais plus. Je crois que c'est pour les langues. Mais du coup, si déjà on se sert d'une IA pour s'aider à préparer, alors que je pense que c'est la base, c'est mon avis personnel, c'est ouvert à débat. Voilà, bien vu, merci pour tous ces sujets. On en aura, je pense, d'autres. On va passer le micro à l'ami Jean-Emmanuel Serré, notre designer. Voilà, il est où notre designer? Voilà, on va le ramener. Voilà ici. Salut, ça va? Ça va bien, merci. Bon, moi, je vais être un peu plus monomaniaque. Comme tout bon designer, je vais vous parler d'Apple que j'utilise pas tout le temps. Mais en fait, ces derniers temps, ça m'a fait. Enfin, j'ai eu l'impression de vivre la story de l'été en fait, parce que il se passait pas 3 jours sans qu'il y ait une nouvelle notification avec un article disant Apple va racheter Mistral. Après, ça a été Apple va avec OpenAI, puis Apple va racheter Perplexity, puis après on a eu encore un peu plus, c'est-à-dire Perplexity plus Mistral. Et donc bon, pour Mistral, c'est depuis ce matin, on sait que y a SML qui est rentré au capital, donc qui a été valorisé. On est valorisé à plus de 10 millions pour Mistral, ce qui est quand même vachement bien. Hein. Est-ce qu'on perd pas un peu le lead français? Je sais pas, mais c'est quand même. Enfin, ça c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Hein. Peut-être qu'il faut voir un peu plus grand que le précaré français, mais voilà. Donc pour en revenir à notre Apple, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Apple a loupé le coche de l'IA? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est foutu, que ceci, que cela. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est finalement à penser à tout ça. Est-ce que Apple ne fait pas du Apple? C'est-à-dire, est-ce que Apple ne prend pas une technologie qu'il connaît ou qui existe déjà et qu'il va la fine-tuner et la ressortir pour que ce soit intelligent, pratique, que ça reprenne l'Apple Intelligence. Hein, et donc ça, c'est un peu ma question, parce que finalement, quand on reprend à la base ce que voulait faire Apple avec Apple Intelligence, c'est-à-dire c'était mettre une IA dans le téléphone, dans l'ordinateur. Alors bon. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Apple a un train d'avance ou un train de retard? Est-ce que finalement la véritable adhésion à l'IA, ce sera par le produit? On peut se poser la question quand on voit Meta qui sort des lunettes, quand on voit OpenAI qui joue avec John Ive. Donc voilà, le match n'est pas joué et tout est encore possible. Génial. Et vous en pensez quoi? On va rebondir sur tout ça dans quelques instants. Voilà, on continue à brosser le parcours, mais on va rebondir sur tes propos et puis sur ceux de Christian et Charles et aussi Alice, et puis aussi les commentaires qui sont en direct sur TikTok, puisqu'on enregistre ce podcast en direct sur TikTok. On est le lundi 8 septembre 2025, donc il peut se passer d'autres choses, hein, mais voilà, on donne un peu l'horaire. Moi, j'ai repéré un truc qui était un peu différent de tout ce que vous avez pu voir. Un truc qui m'a interpellé. 15 stations musicales générées par intelligence artificielle. C'était dans The Media Leader, c'était le 20 août. Une boîte française qui s'appelle IA Radio. Ouais, ça impose une radio où tout est calculé par une machine, avec des playlists, avec des thématiques. Il n'y a pas de présence humaine, il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas de programmateur.
Pour moi, ça enlève tout ce qui fait le charme d'une radio. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça enlève l'imprévu, probablement l'émotion, le lien avec l'auditeur, bref. Donc, je me pose la question de me dire, et si demain, on préférait peut-être les radios très humaines, avec leurs hésitations, leurs silences, un peu comme on aime, vous savez, les vinyles qui cracotent, voilà, plutôt que la perfection du streaming. Voilà, ça sera une des questions, et je pose ça dans le débat, ce qui nous permet de passer, si ça vous va bien, à la deuxième séquence. Ce sont les rebonds, et je passe le micro à Charles. Alors justement, moi je voulais rebondir sur cette actu là avec l'IA dont tu parlais, sur le fait qu'on automatise la programmation, qu'on met la musique. Ça va même plus loin. Il y a une idole de K-pop entièrement générée en IA qui a déjà signé un contrat de 50 millions de dollars avec une agence de K-pop qui s'occupe des idoles K-pop. Alors ceux qui ne connaissent pas les idoles, en fait, ce sont des stars en Asie qui, on appelle ça des idoles. En général, ce sont des personnes assez jeunes qui chantent, qui dansent, qui font des chorégraphies. Voilà, qui deviennent des idoles sans être sur le sens religieux. Et donc ces stars-là, donc là, celle-là, elle a été valorisée 50 millions d'euros. Alors, en regardant une agence, l'agence qui fait parmi les 4 grosses agences qui est en Asie, celle qui fait le moins de chiffre d'affaires, c'est aux alentours annuels entre 500 et 600 millions de dollars. Donc pour eux, le fait d'acheter une IA, une idole générée par IA, 50 millions de dollars, ce sont des économies derrière en termes de représentation, de salaire, de génération de clips, etc. Et en fait, on est en train d'automatiser toute la chaîne de valeur. Et quand tu disais ça, en fait, PPC, je me pensais à un truc qui est fort en radio, c'est quand, tu sais, il y a les dédicaces ou que l'animateur dit, tiens, j'ai Jean-Emma qui voudrait qu'on passe tel titre, etc. Est-ce que demain, on a envie que ce soit une IA? Et donc, est-ce qu'on considère qu'une IA qui va citer notre nom, il y a une forme de reconnaissance et de petits moments de gloire, ou j'exagère le terme, hein, mais de se dire finalement la reconnaissance d'une IA d'un être humain, pareil pour la considération, sachant qu'une IA va prendre ce qui lui arrive ou éventuellement en fonction d'un algorithme, alors qu'un humain va prendre les dédicaces et autres en fonction de ce qu'il a dit, en fonction de sa sensibilité aussi à lui et de la tonalité qu'il veut. Donc le tout automatisé peut avoir des choses très intéressantes, mais c'est vrai que dans le milieu artistique, on voit de plus en plus d'exemples qui nous montrent qu'on a envie de revenir de plus en plus, de faire en sorte que l'être humain garde bien la main, ce qui n'empêche pas d'intégrer des nouvelles techniques. Je rebondis d'ailleurs sur un commentaire qui est sur TikTok. Un follower nous dit « Radio, c'est de l'interaction. La perfection est alors sans saveur et rapidement transférable. » Voilà, c'est ça. On a vraiment besoin d'avoir cette interaction et ce côté très, très humain. C'est ce que tu fais là, en fait. Parce que là, on lit les commentaires, il y a la considération, on prend en compte, et puis on a nos sensibilités qui nous sont propres. Et il n'y a pas eu quelqu'un qui nous a programmé pendant 2 jours pour essayer de dire... Je l'espère. On leur dira qu'on n'a pas été programmé, c'est ça. On leur dira. Autre rebond. Alice, tu as envie de rebondir sur quoi, toi? Ah, ça, son micro est coupé, c'était un gag habituel. Je ne suis pas sûr que je puisse l'ouvrir. Je vais voir si je peux arriver à... Oui, j'ai ouvert son micro. Ah, c'est bon. Au 10e clic, ça a fini par marcher. Il y a plein de choses que vous avez dit sur lesquelles j'aimerais rebondir. Rien que la dernière actu, la musicale sur les radios. Enfin, quand on voit typiquement ce que je disais tout à l'heure sur le fait que quand ChatGPT a changé, les gens ont perdu un ami. Donc, comme quoi, il y en a qui arrivent vraiment à mettre de l'humain derrière. Mais la principale info là, c'est le principal rebond que je voulais faire, c'était sur ce que disait Charles tout à l'heure, à savoir l'éducation, vraiment le fait de mettre de l'IA dans les programmes éducatifs dès les tout petits, à partir de 6 ans, je crois. Il faut voir que, ça m'a fait penser à une autre actu importante qu'il y a eu cet été, à savoir l'annonce autour du plan AI+, qu'il y a en Chine, donc jusqu'en 2035, qui suit le précédent plan qui était déjà Internet+. Et là, l'objectif, c'est vraiment que l'IA soit vraiment insérée dans les 6 piliers clés de ce qu'ils ont déterminé de la société, à savoir sciences et techno, bien-être citoyen, industrie, consommation, gouvernance et relations internationales. Et j'ai vu que d'ici 2027, ils veulent intégrer l'IA dans ces 6 piliers, que d'ici 2030, ils veulent atteindre un taux d'adoption de 90%. Enfin, c'est juste énorme. Et l'objectif à 2035, c'est de remodeler entièrement la société. Juste ça. Donc vraiment, on voit que c'est un plan qui
qui est beaucoup plus, bien sûr, qui touche l'éducation, mais beaucoup plus largement, le pays veut vraiment devenir numéro 1 en matière de nouvelles tech en général et d'IA en particulier, quoi. Bien vu, bien vu. Peut-être une info, Christian, tu ne nous as pas beaucoup parlé, tu avais repéré un sujet qui était notamment un peu l'IA et le racket. Tu peux nous dire ce que tu avais repéré ? Oui, écoute, il y a eu cet été beaucoup de rackets, donc des attaques en fait informatiques. Donc ils ont attaqué, attends, je vais peut-être me mettre face mobile, qui ont attaqué du coup pas mal d'entreprises. Bon, des particuliers, mais aussi des entreprises. Donc, il y a eu certaines compromissions. Et ce qui se passe, c'est que du coup, l'IA est pas mal utilisée, donc du coup, par la communauté, on va dire, hacker, mais non éthique. Hein, voilà, donc là, du coup, vraiment pour essayer de trouver des vulnérabilités. Et c'est vrai que l'IA est très performante parce qu'elle va très vite dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que nous, si on essaie de scanner des ports pour ceux qui savent, bah, du coup, ça peut être long, y compris avec les outils qu'on a d'automatisme qui existent depuis des années. Là, du coup, l'IA permet d'aller partout à la fois, de faire aussi de l'ingénierie sociale, de tester, de repérer les failles humaines, du coup, pour l'ingénierie sociale. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que là, donc les hackers, du coup, non éthiques utilisent l'IA, mais aussi, du coup, en cybersécurité, évidemment, on utilise aussi l'IA pour repérer les comportements sur le réseau, récupérer aussi, du coup, tout ce qui est analyse, donc, du coup, du trafic. Donc, là, on voit un petit peu les gens qui essayent de trouver. Donc, il y a toujours des petites phases de repérage. Donc, c'est vrai que l'IA, dans les deux sens, bah, ça permet d'aider. Pour le bien ou pour le mal. Donc là, chacun verra midi à sa porte, comme on dit, si c'est bien ou si c'est mal. Ouais, ok. Moi, j'ai envie de rebondir parce que ça me fait penser à un article que j'ai vu qui était dans The Verge, c'était fin août, sur le vibe hacking. Tu sais, c'est quand l'IA finalement devient une sorte de cerveau pour le cybercrime. Voilà, c'est un truc un peu foufou. Hein. Voilà, ils s'en servent, ils savent bien s'en servir. Et ça, je trouve ça très très impressionnant. C'est d'ailleurs Anthropic. Vous savez, ceux qui ont notamment Claude. Voilà, ils mettent en garde contre le vibe hacking et disent qu'il y a des IA plutôt agentiques, même si, bon, je pense que l'agentique n'est pas encore tout à fait là. Hein. Selon Anthropic, ça exécute de bout en bout des cyberattaques. Ça inclut l'extorsion, la fraude. Enfin bref, ça transforme quand même un peu l'IA, je dirais, d'un simple outil à un acteur qui fait partie finalement un peu du cybercrime. Donc voilà, donc ça pose aussi des questions de se dire peut-être qu'un seul individu, s'il s'équipe avec ces outils-là, peut-être devenir aussi dangereux qu'un réseau international de hackers. Voilà, donc bon rebond sur le sujet. Et puis peut-être qu'on peut rentrer d'ailleurs. Si tu permets, je vais rebondir sur rebondis sur le rebond, vas-y. Par rapport au vibe, justement, ouais, le vibe hacking. Et c'est vrai que du coup, c'est exactement ce qui s'est passé cet été. En fait, donc c'est très bien que tu rebondisses comme ça. Du coup, j'en profite. C'est arrivé donc là, c'était en août, il me semble, donc il y a pas très longtemps. Donc là, c'est un hacker, mais un hacker. Bon, je vais être méchant, mais attention, un hacker sans compétences. Tout simplement, on a un hacker débutant qui dit tiens, c'est cool, c'est sympa, je vois plein de trucs dans la presse, ça a l'air d'être sympa d'embêter le monde ou du coup d'avoir des petits de pénétrer, de chiffrer, donc de coder si vous voulez, mais c'est de chiffrer qu'on dit, et du coup d'avoir demandé une rançon pour que les gens récupèrent leurs données, donc c'est sympa, c'est de l'argent facile, donc je vais faire pareil. Du coup, il connaissait que dalle, ni en hacking, ni en développement. Du coup, l'IA. Donc là, évidemment, ça met la liste, ça explique tout, et du coup, ça a fait le logiciel. Donc le logiciel, par contre, a très bien fonctionné. Donc c'était en Angleterre, seulement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des équipes qui surveillent, il n'y a pas que des attaquants, il y a aussi des gens à la cyber, bon, j'en fais partie, qui surveillent aussi, qui sont là aussi pour voir ce qui se passe. Là, du coup, il s'est fait, repérer. Comme il n'avait aucune connaissance, tout a été fait en valve coding, du coup, c'était l'IA qui avait tout programmé, il n'a pas su rebondir, il n'a pas su corriger son code, se protéger lui-même, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, il s'est fait toper comme ça, bêtement, parce que du coup, voilà. C'est vrai que par contre, le logiciel de piratage était performant, mais du coup, voilà, était perfectible comme tout soft, et du coup, il s'est fait avoir. Donc, du coup, double tranchant.
Double tranchant, bien vu, merci. Vous voulez réagir, d'autres réactions en direct? On a pas mal de monde aujourd'hui, c'est super. Sur TikTok, il y a Théo qui nous dit l'IA va repérer les dissidents, les libres penseurs, les révolutionnaires aussi. Comment t'analyses ça, toi qui es un peu le roi du RGPD, notre presque après DPO, c'est ça on dit? Christian, comment tu vois ça? C'est vrai. Alors c'est vrai que l'IA permet de tout repérer, donc c'est vrai que l'IA, il y a beaucoup de protection, je crois que tout le monde le voit un petit peu, des petits messages, protégez-vous, allez décocher telle option, donc je vous rappelle quand même que nous on est protégé en Europe avec le RGPD, donc le GDPR du coup pour ce qui est anglo-saxon, mais c'est pas la même signification, hein. Je donner un truc de base, du coup nous on a toujours un consentement actif, donc si je veux recevoir bêtement une newsletter, je dois le mettre, quand c'est un site qui appartient aux États-Unis, ou du coup un pays anglo-saxon, du coup c'est un consentement qui du coup est passif, donc d'office vous êtes inscrit, il y a la croix. Vous verrez la petite différence en surfant, il y a toujours la croix. Pareil pour les cookies, tout ce qui est du coup américain, les croix sont d'office, on doit les décocher, et dès que c'est de l'Union européenne, du coup, on doit dire oui, je veux, j'accepte, etc. Donc, juste à partir de ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de modifs qui sont faites, et il y a des alertes, que ce soit toutes les plateformes de réseaux sociaux, y compris WhatsApp, tout ce que vous voulez. Vous avez des petits messages qui ont circulé cet été, qui restent vrais, donc ça je le dis. Du coup, il y a des petites options qui sont mises, parce que du coup, chacun s'accommode des réglementations, parce que les CLIA s'en rajoutent 3 autres. Et c'est vrai que du coup, c'est à nous de faire attention à chacun, d'aller dans les petites options, de dire non, ça je ne veux pas que mes données soient utilisées, etc. Alors c'est vrai qu'avec l'IA, c'est très très dur parce que il y a eu des... Alors c'est pas des failles, parce que du coup c'est des usages qui ont été faits. Tout simplement, vous avez dû voir des référencements, des requêtes qui ont été faites sur les IA. Donc toutes les IA y sont passées, que ce soit Gemini, ChatGPT. Tout le monde a été référencé dans les moteurs de recherche. Il n'y a pas eu que Google. On parle beaucoup de Google, mais aussi les Yandex, donc l'équivalent russe. Du coup, voilà, toutes les requêtes qu'on pouvait donner. En requête, je veux une image, je veux telle information, j'ai ça comme donnée, fais-moi un résumé. Du coup, ça s'était mis en public parce que c'était référencé avec. Donc ça a été coupé depuis. Donc c'est vrai que c'est très dangereux, sachant que beaucoup mettent des informations personnelles, en tout cas sensibles parfois, d'entreprise. Fais-moi un rapport, un résumé de son compte-rendu d'activité de mon entreprise. Et là, ça part du coup sur le réseau. Et donc là, du coup, c'est vrai que là, on repère tout parce qu'il y a des noms des fois. Donc du coup, on peut repérer des dissidents, etc. Aussi dans des libres penseurs parce que du coup, c'est quelqu'un qui demande, je voudrais reformuler telle formule que ce que je vais exprimer. Donc je suis pas d'accord. Et c'est vrai que donc c'est très très dangereux. Et je parle qu'on en parlera peut-être plus tard tout à l'heure, mais il y a un autre projet qui arrive et qui du coup m'inquiète un peu plus. Alors attends, t'en as trop dit là. C'est quoi le sujet qui arrive et qui t'inquiète un peu plus? Allez, on y va, on déballe. Oh, t'es dur. Et le conducteur. Alors écoute, ça s'appelle chat control. Donc c'est un mot que vous pouvez chercher. Voilà. Ouais. Donc chat control, ça porte bien son nom. Donc le contrôle, donc la maîtrise du coup des dialogues. Donc c'est un projet de loi de l'Europe. Donc c'est pas que la France. Donc c'est un projet de loi de l'Europe. Alors la motivation qui est légitime, c'est de lutter contre la pédocriminalité, etc. Donc tous les trucs on considère pas bien, n'est-ce pas? Du coup, ce qui se passe, c'est que actuellement, vous êtes habitués, tous les transferts de données en chat, donc que ce soit avec les réseaux sociaux, WhatsApp, etc., tout ce que vous voulez comme messagerie, sont chiffrés, donc de bout en bout. Donc des fois, elles sont stockées non chiffrées, mais là, du coup, c'est une autre affaire. Mais voilà, du coup, la transmission est chiffrée, quoi qu'il arrive. Vous savez, le petit HTTPS dans le navigateur. Donc là, y compris dans les API, donc tout est chiffré. Donc là, c'est sécurisé. Alors attention, le mot sécurisé, ça ne veut pas dire que c'est non piratable, mais du coup, c'est sécurisé pour le lambda. Donc c'est le minimum vital. Là, ce projet de loi, donc pour aller vérifier ce que font les gens, en gros, donc je vais assimiler ça, je vais être violent volontairement, du coup, exprès, donc du coup, c'est un attention, violence, éloigner les enfants, ça peut être violent, on y va. Vas-y. Voilà, c'est de la surveillance de masse, en gros. On peut assimiler ça à cela. Et donc, pour le faire, on ne pourra pas faire du transfert du coup chiffré. Il faudra avoir des gros systèmes. C'est possible avec les ordi quantiques, mais du coup, on en est loin. Donc là, ça va être compliqué. Donc, le projet de loi, c'est de le faire avant. Donc, du coup, sur les terminaux, et puis donc sur les serveurs après. Et donc, là, c'est de pouvoir, du coup, tout ce qu'on peut mettre, donc, ce qu'on utilise, donc une messagerie privée ou autre, du coup, ce soit analysé, voir si le contenu est correct ou pas. Donc, je vous vois, parce que comme je l'ai dit, donc il y a un objectif, il y a
Donc ça peut passer au niveau RGPD, comme tu parlais du RGPD. Là où ça ne passe pas, c'est que du coup, ça ne pourra pas passer, que ça va être très difficile à faire passer, même si c'est l'Europe, c'est que du coup, ça oblige à faire une observation de masse, justement, de tout ce qui est écrit. Et là, du coup, on rentre dans une autre catégorie d'articles où là, du coup, on n'est plus bon, parce que du coup, il y a quand même la légitimité et du coup, il y a la privatisation de tout ce qu'on peut faire, en fait. C'est tout ce qui est légitime. Là, du coup, c'est en contradiction avec le RGPD, et donc, y compris avec les précodes ANSI, où du coup, on doit sécuriser tous nos transferts de données. Donc là, c'est une obligation, et là, du coup, on va contrer ce système. Et donc, l'alerte, moi, que je vois là-dessus, c'est pour ça que je trouve que c'est dangereux, c'est que ça va être proposé au gouvernement, quel que soit le gouvernement. Donc, je ne vais pas vous faire un petit dessin. Il y a des gouvernements du coup, qui disent c'est vrai, c'est très bien la pédocriminalité, donc il faut lutter pour, donc c'est une bonne solution. Mais d'autres gouvernements, du coup, ils vont pouvoir cibler d'autres, donc des effets de genre, etc., ou social, ou du coup religieux. Donc là, ça va être soumis au gouvernement. Donc là, des pays qui ont dit non, donc l'Allemagne, entre autres, la France a dit oui. Donc là, je vous laisserai délibérer sur ce sujet. Donc ce sera au mois d'octobre que ça va être proposé. Mais du coup, ça arrive, et donc je trouve que c'est peut-être à surveiller. Ouais, on reviendra sûrement sur chat control, hein, c'est ça. C'est donc ça. Il y a toujours deux côtés de la pièce. Hein. Il y a un côté c'est pour le bien, puis l'autre côté avec les excès qu'on peut avoir. C'est vraiment aussi. Enfin, je trouve que c'est très significatif de toutes ces nouvelles technologies. En fait, on peut en faire le bien comme un truc bizarre. Nous a rejoint un cinquième larron que j'ai pas eu le temps de présenter au tout début. Il s'appelle Hubert Kratirov. Pour ceux qui sont des habitués de ce podcast Connected Mate, vous connaissez sa voix et il nous a rejoint en direct. Salut à toi Hubert. Salut les Connected Mates. Ça fait plaisir de t'avoir ici, c'est cool. On est sur un débrief de ce qui s'est passé cet été sur l'IA, c'est un peu le débrief de rentrée. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué cet été ? Tu veux une version très politique ou une version très code ? Ou les deux ? Tu fais comme tu veux, tu es chez toi. Alors, très code, le vibe coding se développe de manière énorme. Tout le monde va développer son site internet. Il va y avoir une foison de fonctionnalités supérieures sur des sites internet. Des bêtes WordPress vont devenir des mini-studios de cinéma, des mini-studios de partage de musique. On va avoir une offre supplémentaire sur le web grâce au vibe coding et des offres supplémentaires en application grâce au vibe coding. J'encadre une dizaine de personnes qui ont déjà fait à E10 le travail de 1000 personnes sur une année, et tout ça arrive, et on va être inondé de propositions plus ou moins intéressantes, plus ou moins bien ficelées, mais il va y avoir de l'offre en app et en web. Ça va être énorme. Et le côté politique, on va pleurer la disparition, ou on va applaudir, moi j'applaudis, la disparition de Clara Chapaz avec le gouvernement, à moins qu'elle soit renommée. On n'est pas à l'abri d'une seconde erreur. Et cette brave Clara Chapaz a fait l'énorme bourde d'aller se commettre dans une émission, dans un live de Allegria par Francis Lelong, qui propose aux gens de quitter leur job parce qu'ils vont gagner 2000 € par jour en suivant une formation, tenez-vous bien, dispensée par Luc Julia. Autre info de cet été, Luc Julia, est-ce que c'est une vraie daube ou est-ce que c'est un vrai bon mec ? Pour moi, c'est une daube, mais je le connais depuis très 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 longtemps. Par Luc Julia, Tony Parker, bonjour Tony Parker sur l'IA, par Caroline Mignot, très bonne influenceuse sur LinkedIn, c'est vraiment du ragot de dernier étage, mais elle va professer dans l'IA, plus un ou deux Rassem Falazi, plus Gauthier Cloy, enfin bon, une formation nulle. Tout le monde a le droit de faire des formations nulles, c'est pas un problème, mais que Clara Chapaz, ministre déléguée de l'IA, vienne dire « oui, c'est une bonne formation, oui, il faut vous former », et dans sa bouche, elle dit « formez-vous sur GPT-5, GPT-5 ».
alors qu'elle est censée quand même défendre un Mistral qui n'est peut-être plus français et européen à cause de ASML, mais néanmoins, voilà, les deux actus, une politique, j'arrête là parce que ça va dépasser mes compétences, et je voudrais pas que tu te fasses ban de TikTok. Je ne sais pas, on va se faire ban de partout. Tu pourras couper. Non, mais on va tout garder. Je t'en veux pas si tu coupes. Tout garder, on t'en veut pas. Je t'en veux pas si tu coupes. D'ailleurs, bon, ce n'était pas le deepfake de Hubert Kratirov, c'était le vrai, the real one. D'ailleurs, il a envoyé du patin, du voile. Donc ça donne une date pour l'enregistrement de cet épisode du podcast. On est le lundi 8 septembre, il est 21h38 pour ceux qui sont en direct. Voilà, donc bon, on verra. Écoute, on va suivre un petit peu les sujets. Donc, mais j'aime bien le côté cash d'Hubert. Au moins, il a des idées, il les dit et c'est top. Voilà. Après, on est d'accord ou pas d'accord, ça c'est encore autre chose, mais au moins ça fait du bien. Des réactions, mes amis, autour de la table par rapport à certaines de ces allégations, informations, points de vue, images du monde et autres. Alice, peut-être on peut tromper une fois 1000 personnes avec du vibe coding, mais pas 1000 fois une personne, c'est ça? On va lui rajouter son micro parce que Alice, elle est sur Android et elle a du mal. Rien à voir, mais c'est pas grave. Ouais, il y a eu pas mal d'actualités d'un coup. Bon, les bêtises de Chapas, on va peut-être pas développer. Le vibe coding, moi, c'est clair, ça va amener une nouvelle offre. Enfin, déjà, à l'époque des CMS où on n'avait plus forcément besoin de tout savoir coder. Enfin, après, les vrais web devs, ils nous regardaient de travers en disant oh, tu utilises WordPress. Et puis après, les années ont passé. Et puis après, à utiliser WordPress, ça devenait acceptable. Et puis, on nous regardait de travers en disant ouais, tu utilises Wix. Et donc voilà, petit à petit, déjà, on était arrivé sur des outils qui simplifiaient énormément la vie et permettaient de presque pas coder. Mais c'est clair que le vibe coding, ça va apporter, potentiellement, c'est toujours pareil, c'est des outils, ça va apporter plein de choses géniales de personnes à qui il manquait juste le savoir-faire technique, et ça va aussi apporter plein de bêtises à des gens qui vont... J'y crois pas une minute sur ce vibe coding. C'est un super outil pour faire des POC, pour faire des trucs, mais ça vole pas à l'échelle. Attends, c'est super facile pour faire des débuts de choses, et après, il faut faire appel à un vrai développeur, parce qu'il y a un peu de sujets, de base de données, de sécurité, de ceci. Certes, ça évolue, mais rien ne vaut un très bon développeur. Alors, le développeur moyen et naze, c'est sûr, avec le vibe coding, il faut qu'il retourne à la plage, parce que ça va pas aller. Mais sinon, c'est pas parfait. Enfin, si vous êtes allé un peu au bout pour faire un truc, c'est sympa au début. Et après, moi, je m'arrache les derniers cheveux qui me restent. Il m'en reste, mais vraiment plus beaucoup. Donc, j'y arrive pas. Alors, soit je m'y prends comme un manche, mais Hubert va m'expliquer, parce que Hubert, vraiment, lance des formations incroyables qui permettent de gagner 2000 € par heure. Et en plus, à la fin de chaque formation, il y a un chèque de 15 000 € à gagner pour l'un des participants. C'est ça, Hubert, son nouveau business model. Et ça envoie la maille de partout. Voilà, c'est bon. Mais le vibe coding, perso... Moi, je pense qu'on n'y est pas. Voilà, je pense qu'on n'y est pas tout à fait. C'est sympa, ça aide à faire des POC, ça aide à faire des maquettes, c'est juste génial pour innover plus vite et faire des démos, mais c'est pas sec pour partir à l'échelle. Je te provoque un peu, Hubert. Allez, prouve-moi. Non, ça part en prod, sans problème. D'accord, ça part en prod. Ouais. Si tu as bien spécifié... Non, mais tu peux partir en 2 chevaux sur l'autoroute aussi, avec une vieille 2 chevaux qui est rafistolée, qui n'a pas passé le contrôle technique. Tu pars en prod. Je ne sais pas dans quel état t'arrives. Si tu as dit à Curseur que tu voulais effectivement partir sur l'autoroute, il te dit « Ah là, attends. On va pas mettre une 2 chevaux, on va te mettre une base de données sérieuse, du Postgres, on va te faire des connexions, ouvre un serveur chez Hostinger, mets du Postgres, on fait du Redis pour la base de données temporaire. Non, on est en prod pur. Alors, est-ce que tu as une app solide qui touche 3 millions de personnes par jour et qui a pu être faite avec du vibe coding? Je cherche les exemples, je les ai pas trouvés. Des POC, des MVP, j'en vois, mais le reste... Je les ai pas encore, mais dès qu'elles sont... on en parlera quand ça arrivera. Dès qu'elles arrivent, je te les montre. En tout cas, les architectures sont là et ils savent faire. Ok, bon, alors attends, Hubert, le AA est en vigueur, donc si tu veux payer des amendes, bon courage. Alors je sais pas ce que c'est le AA. Et non, je sais pas non plus. Bon, Zuber va nous expliquer ce que c'est. Voilà. Alors,
Autre réaction, Charles, je t'ai vu peut-être un peu te gondoler. C'est le terme que j'utilise. C'est une sorte de cascade à l'arrivée d'Uber. Ouais, tout à fait, très content de te retrouver Hubert sur ce live avec beaucoup de choses effectivement qui arrivent en ce moment. Alors j'étais pas au courant pour la fameuse formation de Clara. J'ai vu qu'il y avait tout un collectif de plusieurs personnes qui ont une certaine notoriété pour ces sujets-là. Je trouvais ça très intéressant la chasse aux sorcières qu'il y a eu avec Luc Julia. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, c'est dommage. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, on a quand même quelqu'un de brillant. Hein. Voilà, je pense faut quand même reconnaître à Luc Julia qu'il a quand même, avant de. Parce que c'est vrai que beaucoup de sujets disant que c'était un menteur, un escroc, etc. Enfin, le mec a quand même. Non, il a quand même un background. Faut arrêter de rigoler quand même. Hein, Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu une vague, mais pas que sur Luc Julia, sur pas mal d'entreprises, notamment françaises, qui étaient pointées du doigt parce que on est dans une grosse période où on essaie de mettre en avant la souveraineté, et, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, tu t'intéresses aussi à des acteurs américains, donc du coup, on vient de pointer du doigt, mais pourquoi tu fais pas avec les acteurs français d'abord, etc. Donc il y a eu un peu une chasse aux sorcières de manière générale par des personnes qui avaient besoin de se faire un maximum de publicité et en utilisant ce qu'il y a de plus crade sur Internet, effectivement, le moche, voilà, tout à fait, le bad buzz et la capacité avec des biais, en utilisant les biais cognitifs de base, on dit, voilà, non, bah voilà, ça va faire le buzz, quoi, Luc Julia est un escroc, nous aura menti, c'est l'establishment, machin, etc. Donc c'était intéressant, et en même temps, c'était, tous les arguments fallacieux, tu sentais que parfois c'était fait aussi à base d'IA, donc c'était très drôle de ces exemples-là. Mais pour revenir effectivement sur le poids du politique, c'est intéressant de voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles disent effectivement formez-vous à l'IA, et ça, Hubert, je pense qu'on est tous d'accord, il faut se former, même sur les bases. Il ne faut pas qu'on laisse des gens sur le côté de la route parce que ça va devenir encore aussi essentiel que l'eau. Il faut savoir qu'Internet est devenu aussi essentiel que l'eau et l'électricité, légalement parlant. C'est pas du tout anodin. Donc demain, l'IA pourrait tomber dans le même domaine juridique. Non, l'autre aspect que je voulais rebondir, c'était effectivement ce qui est assez triste derrière, pour rejoindre le point, c'est que quand tu as une ministre qui est devant une formation, qui te reprend des éléments de langage qu'elle n'a elle-même pas compris, ça fait peur sur un débat qui revient beaucoup trop fréquemment, à mon avis, sur le pseudonymat et l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et on le voit sur les plateformes avec sur les plateformes pour adultes, de vidéos pour adultes, où effectivement on demande de faire de l'identification. Il y a aussi LinkedIn, on en avait parlé la dernière fois, qui demande votre pièce d'identité pour pouvoir être sûr que c'est bien vous sur le réseau. Là, on est en train de reparler de ça sur les réseaux sociaux. Où est-ce que ça va être pris? On en parlait avec Théo le mentionnait avec Christian dans le chat. Il y a un contrôle qui va être de plus en plus accru. Limite, l'IA aura de moins en moins de travail à faire parce qu'on va donner tout pour pouvoir faciliter le repérage de qui dit quoi, qui pense quoi, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que la multiplication des outils n'est pas tout le temps au service des populations sous de prétexte de chevalier blanc, effectivement de lutte. Tu en parlais, Christian, de lutte contre la pédocriminalité et d'autres, de trafic de drogue, de trafic d'êtres humains, enfin de dark web, tout ça, machin. Donc c'est un peu désolant l'anecdote que vient de nous raconter Hubert, de se dire que finalement on a des responsables qui tombent trop facilement dans certains pièges. Alors pour les enjeux que l'on va avoir sur la propriété privée à venir, ça n'augure rien de bon a priori. Maintenant, il y a aussi des gens qui font les choses bien, le RGPD et tout ça, ça n'a pas été fait que par nos responsables politiques. Il y a aussi des gens du privé qui étaient là pour recadrer, recentrer et faire en sorte d'avoir quelque chose qui respecte encore les libertés de chacun. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis le mélange des genres, comme tu disais, Hubert. La ministre qui vient rendre une formation, c'est assez savoureux quand tu sais qu'aujourd'hui, le CPF est en déficit et que l'État n'arrive pas à récupérer l'argent. Et ils sont sur Calliope, ça, je me demande comment ils sont sur Calliope. Non, mais franchement, Tony Parker pour former à l'IA. Allez-y, on peut rigoler 2 secondes. La seule chose que Clara Chapaz a réussi à faire... Panier. 3 points. La seule chose qu'elle a réussi à faire, c'est, comme tu le disais, Charles, c'est nous mettre le bordel sur les sites pour adultes, sans proposer une zéro knowledge proof, parce que il faut connaître le terme de zéro knowledge proof. Moi, je me suis fait accréditer sur Yoti
Yoti, c'est un système de zero knowledge proof qui te permet de communiquer uniquement ton âge à quelqu'un sans dire que tu t'appelles ni Hubert, ni Kratirov. Tu communiques juste, j'ai plus de 18 ans, on ne sait pas ni d'où tu es, ni ce que tu fais, et tu peux enfin entrer, mais c'est une solution tierce, ils n'ont pas été foutus au gouvernement de relier ça à notre service de France Identité, qui est aussi un zero knowledge proof. Donc vraiment, il y a une incapacité à comprendre, et pourtant elle vient du digital, elle vient de Vestiaire Collective. Il y a une incapacité à comprendre les rouages du digital qui est dingue. Ne pas citer Mistral dans une formation en IA, franchement, t'es pas ministre de la France si tu cites pas Mistral. On a une décacorne. Pour une fois qu'on a une décacorne, c'est la seule décacorne, arrêtez-moi si je me trompe, donc qui pèse plus de 10 milliards. C'est la seule start-up qui pèse plus de 10 milliards et elle n'est pas fichue de la citer dans une formation pour l'IA. Franchement, et la formation, je vous l'ai pas dit, elle est bien sûr Calliope, soumise au RCP, donc RCP, je sais pas si c'est le bon terme, mais remboursable par l'État, et elle vaut 2000 balles pour 5 jours, je crois. Enfin bon, une vraie horreur. Mais le zero knowledge proof est un truc hyper important. Il y a une boîte qui s'appelle Yoti, Y-O-T-I, qui permet de valider auprès d'elle, et par lecture d'un QR code, tu passes un peu comme du temps du Covid, on passait je suis positif, négatif, mais sans qu'on sache si tu étais majeur, mineur, vacciné, pas vacciné, mais tu étais feu vert, feu rouge. Ben là, cette application-là, un peu comme France Identité, permet de dire feu vert, feu rouge, sans dévoiler ton identité. C'est le Zero Knowledge Proof, le ZKP, très 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 connu de la blockchain. Ouais, alors il y a Alice on va ouvrir son micro parce qu'elle est sur Android. C'est un running gag. Non, c'est bon, ça remarche. Non, mais oui, je réagissais en image, en tout cas, au ZKP. Bon, après, il y avait typiquement Google qui a fait des annonces, je sais plus si c'était en juin ou en juillet, disant que ça y est, ça marchait complètement, qui se proposait en fait de filer en open source à la tech pour que justement il n'y ait pas besoin de filer ses pièces d'identité, etc. Bon, après qu'on n'ait pas envie de se marier, de s'acoquiner de trop avec Google, ça je peux encore le. Ce que je veux dire, c'est des solutions, il y en avait d'autres. Et rapport à ce que vous disiez sur tout ce qui est données personnelles et tout ce qu'on est obligé de fournir, ouais, l'IA, maintenant, elle va avoir tout à dispo. Et on est toujours dans la même problématique, mais qui ne concerne pas que l'IA, qui concerne tellement d'autres domaines, à savoir qu'on a d'un côté la liberté, d'un côté la sécurité. Il faut savoir où est-ce qu'on veut mettre le curseur. Et donc, forcément, dans un cas, c'est pas assez sécure. Et dans l'autre cas, la liberté empathie. Pas faux. Ben, on va voir. Mais alors, c'est Théo dans les commentaires qui dit bon, est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est au contraire une action délibérée ? Je sais pas. Vous avez 3 heures, hein, donc ça sera possible que vous ayez chacun des points de vue. Autre peut-être sujet. Tiens, puis on va passer aussi j'ai TikTok qui me dit que le truc va peut-être se finir. Non, allez, hop, on a fait glisser la pièce du casse-tête. Ça veut dire que ça fait presque 60 minutes qu'on a lancé cet épisode. J'ai repéré moi un article qui m'a fait, ça rebondit un peu sur ce qu'a dit Hubert tout à l'heure. C'est sur quand tu parlais du vibe coding, Hubert. Moi j'avais un petit peu ce sujet là. J'ai vu un truc, c'était dans Wired, c'était fin août. Il y a une étude de Stanford qui dit que l'IA réduit très fortement l'accès des jeunes diplômés aux emplois d'entrée de gamme, notamment dans le code et le support client. Et cette étude montre qu'il y a une chute entre 13 et 16% depuis 2022. Ça joue pas sur les salaires. Par contre, ça donne un peu de complexité pour les jeunes salariés pour rentrer dans l'entreprise. Tu sais, on a toujours tendance à dire, ceux qui sont dans l'entreprise peuvent dire « Ouais, j'ai un peu peur que l'IA me pique mon job ». Il y a une nouvelle génération qui dit « Moi, j'ai un peu peur que l'IA m'empêche de rentrer dans la boîte ». Alors, toi qui formes des jeunes, la nouvelle génération, Hubert, comment tu perçois ça ? Et moi, je me dis, si on fait ça, ça veut dire que les boîtes les petites boîtes se disent « Ouais, c'est quand même beaucoup plus simple, j'embauche pas. Je me paye une IA à 20 balles par mois et on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, je vais vibe coder, c'est génial de vibe coder. Hein. Et moi, je me dis, au contraire, si on en profitait pour embaucher des jeunes, encore plus, parce qu'ils vont nous aider, en fait, à être plus créatifs et marier l'expérience, l'expertise avec finalement ces jeunes qui sont nés avec le numérique. Hubert, qu'en pensez-vous, très cher ?
Ouais, moi, je pense très clairement qu'un jeune qui sait se servir de l'IA, du vibe coding et de toutes les, parce qu'il y a des dizaines de formes d'IA, on est d'accord, c'est au pluriel, hein, il y a autant, aussi bien du IA, ouais. LN-Book que du vibe coding, que de la recherche, il y a des dizaines. Le jeune qui sait se servir de ça, il rentre dans l'entreprise et il fait virer 3 personnes qui refusent de s'en servir. C'est plutôt dans ce sens-là. Et le jeune qui dit, moi, j'ai pas été formé sur l'IA, moi, je développe à l'ancienne, c'est sûr que le tech qui dit, curseur, je connais pas. Si t'es tech et tu connais pas curseur, mais il y a 0 emploi pour toi. C'est évident. Mais si tu connais curseur, tu vas rentrer dans l'entreprise, tu vas montrer comment on se sert de curseur. Et une fois que les autres auront vu comment on se sert de curseur, celui qui voudra pas s'en servir sera bon pour passer au service juridique, au service zéro émission CO2 ou au service n'importe quoi et sur une voie de garage. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et l'autre sens dans lequel il faut le voir, c'est que on devient tellement plus productif, comme ça donne un effet d'abondance, ça donne l'effet Jevon, c'est-à-dire que plus il y en a, plus on en veut. Une fois qu'on s'est dit, tiens, on avait 3 sites internet qui marchaient bien, on avait une app en développement. Maintenant, grâce à l'IA, on réussit à avoir 6 sites internet parce qu'on en fait un par région du monde, pile dans la langue. Et on a 5 apps maintenant parce qu'il y a une app pour le SAV, il y a une app pour, je sais pas quoi, l'enseignement, il y a une app qui fait uniquement du e-commerce, il y a une app qui fait uniquement ceci. Et donc, ça crée un appel d'air. Et donc, il y a un effet d'attractivité. Comme on peut faire beaucoup plus de choses facilement qu'on peut les maintenir, eh ben, il va y avoir beaucoup plus de travail et beaucoup plus de demandes, parce qu'avant, tout ce qui demandait des heures et des heures et qui un CEO ou un CFO à qui on dit bon bah l'app pour faire du e-commerce elle va coûter 55 000 euros et puis en maintenance elle va coûter 20 000 euros par an et puis et si aujourd'hui et qui a dit non, on la fait pas. Si aujourd'hui on lui dit bah avec 2 jeunes et de l'IA on arrive à la sortir, ça va donner envie de sortir. Et donc, on a un appel d'air, un effet d'entraînement qui fait que, vu que les choses sont possibles, on va les faire et plus on en fait, plus on y prend goût. Une fois qu'on aura fait l'app pour l'Amérique latine, certainement que l'Australie dira bah, vous avez fait une app pour l'Amérique latine, moi je veux une app pour APAC et faites-moi une app spécialement APAC. Et on va lui faire une app APAC ou un site APAC et ça va multiplier le nombre de sites et le nombre d'apps et le nombre de services proposés aux clients, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense, notre adorable designer, 4 lettres. T'as une punchline que t'as sortie dans les commentaires. J'ai vu. Comment tu réagis à ça ? Bah en fait, ça me rappelle un petit peu le débat qu'on avait il y a quelques années quand on parlait de digital, où on disait qu'il fallait embaucher des jeunes pour expliquer le digital aux moins jeunes. Et finalement, on s'est rendu compte que les jeunes générations qui avaient toujours le nez dans le clavier ne savaient pas forcément se servir du digital. Mais je pense que en fait mais ce qui était intéressant et là où ça a marché, c'est quand en fait il y avait une transmission, c'est-à-dire que la transmission elle était dans les deux sens. À la fois le senior pouvait amener une réflexion stratégique aux jeunes, à lui apprendre le métier, et autant le jeune pouvait lui apprendre les nouveaux comportements. Et je pense que aujourd'hui, vu la vitesse où les choses évoluent, on n'est pas assez de 2 et on sera peut-être mieux à 3 et à 4 ou à 5 pour appréhender demain. Et je pense que c'est il faut sortir ça d'un entrisme économique, parce que les IA ça peut faire beaucoup de choses, mais ça peut faire beaucoup de mal à l'emploi surtout. Moi, si on parle des nouvelles générations, j'ai quand même l'impression qu'il y a deux catégories, mais je durcis le trait volontairement. On va dire qu'il y a ceux qui scrollent et il y a ceux qui creusent. C'est-à-dire qu'il y en a qui scrollent, qui passent du temps à TikToker et autre chose, là. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, construisent. Je pense, Hubert, c'est ceux-là que tu trouves plutôt dans le vibe coding. C'est-à-dire qu'au lieu de passer leur temps à consommer, en fait, ils produisent. Alice, toi qui côtoie aussi beaucoup de jeunes de cette nouvelle génération, est-ce que tu vis ça aussi ou pas ? Oui, complètement. Et c'est vrai que les catégorisations comme ça, jeunes, vieux, c'était déjà alors pour moi,
pas dire des bêtises, mais combien de fois on a pu voir, j'imagine, vous aussi, dans vos expériences professionnelles, des boîtes et des grosses boîtes des fois, hein, quand il fallait s'occuper des réseaux sociaux et qu'il fallait trouver un community manager, c'est bon, il y a des jeunes, on a trouvé un stagiaire, ouais, super. Ouais, c'est ça. Et c'était juste une catastrophe. C'est la prise de parole de la boîte, c'est son image sur les réseaux auprès de tous. Enfin, et ça, c'était la pire bêtise à faire. Et puis, comment dire, quand on fait souvent les catégories, donc les jeunes, les vieux, quand on parlait des vieux, on parle souvent des personnes qui vont commencer quand même à avoir des fois un certain âge et des fois ne même plus être dans la vie professionnelle et active. Ce sont ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps que les autres. Hein. N'oublions pas que ce sont ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps que les autres. Voilà, c'est joli, mais ceux qui sont en entreprise, techniquement, les 40-60, il y a ceux qui s'y sont mis et ceux qui s'y sont pas mis, et ceux qui s'y sont mis vraiment et qui, en plus, peuvent bénéficier d'une grosse expérience. Il y a 20 ans d'expérience, tu rajoutes à ça deux, trois outils IA super performants et bien pris en main, et c'est vrai que ça peut avoir des impacts clairs sur l'emploi, quoi, mais... On peut pas mettre ni tous les jeunes, ni tous les seniors, ni tout le monde dans des grands. Je suis d'accord avec toi. Le côté générationnel, c'est pas fan. Ouais, donc ça c'est mort déjà, on peut l'enlever. Et puis finalement, on est tous sur la même ligne de départ. En fait, il faut juste s'y mettre. C'est ça la nouveauté, non ? Nombreux, avec des hommes, des femmes, des ethnies différentes. Enfin, vraiment que plus on fait une équipe riche et plus on a de chances en face de proposer des solutions à même de plaire au plus grand nombre. Ouais. Et c'est un très très joli commentaire de Jean-Emmanuel. Mon neveu fait du dessin, il me fera un beau logo. D'ailleurs, j'ai un petit cousin qui sait faire des sites web. Voilà, ça nous a rappelé. Vous avez vécu le début de l'Internet ? On en avait ça aussi. Ok, je vais passer le micro à Charles. Charles, tu as repéré une sorte d'explosion de l'intelligence artificielle. Tu peux nous en parler un tout petit peu ? Ouais, je vous parlais d'un petit logiciel ChatGPT. Non, blague à part, c'est surtout dans l'usage, effectivement. Là, on voit une explosion d'utilisation, comme le disait Alice tout à l'heure, de l'IA comme compagnon, comme concierge. Il y a deux actualités qui font un peu peur. Donc, pour ceux qui sont familiers des applications de rencontre, vous avez la directrice générale de Bumble qui, en évoquant les futurs usages qu'il pouvait y avoir sur les applications de rencontre, c'est que demain, une IA soit son concierge amoureux, c'est-à-dire que c'est une IA qui va aller matcher et discuter avec l'IA d'autres personnes qui sont sur l'application et qui, à la fin, vont voir si ça peut matcher entre les deux et éventuellement se proposer un rendez-vous mutuel. C'est intéressant de voir qu'en fait, le pouvoir de délégation va très très loin et de se dire qu'on a de moins en moins le temps de faire certaines choses qui normalement requiert d'avoir deux êtres humains. Là, on laisse le champ des rencontres complètement délégué à 100% à une IA. Dans un sens, ça montre tous les travers des applications de rencontre, et dans l'autre, l'accélération de l'utilisation de l'IA, non plus comme un outil, mais comme une vraie personne, un vrai conseiller. Donc, il y avait cet aspect-là, et il y en avait un autre aussi que j'avais vu sur alors, c'est pas l'usage de compagnie en tant que tel, c'est que ça y est, les États commencent à s'inquiéter de la manière dont parlent les IA, non pas vis-à-vis pas que des adultes, hein, puisqu'on sait qu'il y a eu des drames malheureusement pour des personnes qui se confient aux IA comme si c'était des amis ou des confidents, voire des psys pour pouvoir les écouter, discuter, avoir des réponses. En fait, les gouvernements sont en train de s'inquiéter sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes générations qui ont accès à ces IA et des IA qui ne sont pas entraînées pour parler à des jeunes. Quand je parle des jeunes, c'est moins de 12 ans, on en parlait, les 6 ans, etc. Et donc, parfois, on sait que les IA génératives, principalement, catégorisées, peuvent parler avec parfois du sarcasme. Elles ont été entraînées pour pouvoir répondre à des adultes, mais pas forcément à des enfants. Et donc là, ils s'inquiètent des réponses qu'il pourrait y avoir. Et donc là, je sais que le gouvernement français était en train de se pencher sur la question pour pouvoir faire en sorte que, un peu comme sur l'image des téléphones mobiles qui sont bridés pour les jeunes, enfin il y a un contrôle parental, là il souhaiterait qu'il y ait la même chose pour que l'IA, et ça va vous faire sourire, à un moment donné sur certaines questions, renvoie vers un adulte humain pour que l'enfant, le jeune, puisse avoir une réponse ou des compléments d'information. Pour bloquer, pour éviter que l'IA donne soit des informations inexactes ou qui demanderait d'avoir déjà soi-même un premier vernis pour pouvoir comprendre, dissocier le vrai du faux, vous savez, avec l'histoire de l'œuf de bœuf, etc. Donc, il y a cet aspect-là aussi où, en fait, au-delà de nos compagnons pour pouvoir faire des rencontres amoureuses et autres, ça devient aussi des compagnons
pour les jeunes générations dans l'accompagnement, en plus du prof, en plus des parents. Et c'est intéressant de voir que ça y est, on va peut-être enfin avoir un contrôle parental pour les jeunes. Le coup est des temps, et on en revient à la discussion avec Hubert. Comment fait-on pour identifier quelqu'un au moment de l'utilisation de l'IA ? La boucle est quasiment bouclée, là. C'est fou, ça. Plutôt bien. Tu nous ressors la blockchain, c'est ça ? Non, pas forcément, mais ce qui est super important pour les parents, c'est de bien suivre leurs enfants, d'être avec eux dans de les inscrire eux-mêmes sur TikTok, mais en inscrivant l'âge de l'enfant, le vrai âge. Mais si les parents disent non, tu n'auras pas TikTok, c'est l'enfant qui va le faire en douce, et s'il le fait en douce, il va sûrement pas dire qu'il a 15 ans, il va dire qu'il a 19 ans. Si c'est les parents qui le font avec l'enfant, je t'inscris sur TikTok, je veux bien que tu y ailles une demi-heure par jour, je choisis qui tu vas suivre, et il y a des profs de maths, il y a des booktokeuses qui font des décryptages de livres impeccables, il y a des choses sur la philosophie sur TikTok, il y a des choses sur le bricolage, il y a des choses géniales, il y a aussi des bêtises. Il y a des choses géniales si on tombe pas dans les lives un peu sarcastiques parfois, mais il faut que ce soit les parents qui aident. Et pareil pour l'IA, c'est les parents qui doivent payer un abonnement GPT, Mistral ou Grok aux enfants. Mais si je te mets sur Grok, je te choisis le mode non pas avec la pulpeuse, je sais plus comment elle s'appelle, Annie, mais je te choisis la vertueuse Sarah, et Sarah, elle parle bien comme il faut, et elle va me reporter à moi en tant qu'adulte si tu as un manquement. Mais si on laisse le jeune seul en l'interdisant et en lui faisant faire le mur, c'est plus faire le mur de la maison, ce sera faire le mur de son portable, et il va s'inscrire comme on le ferait tous, en disant nous qu'on est plus jeunes, eux qui sont plus vieux, et voilà, on a tous 20 ans, celui qui en a 40, il en a 20, et celui qui a 15, il en a 20, et c'est pas une bonne chose. Il faut l'accompagnement, c'est évident, les parents sont coupables de laisser leurs enfants seuls à l'inscription. Alors, ça me fait rebondir sur plusieurs choses. Un, je comprends que tu es plutôt pour la conduite accompagnée. C'est plutôt pas mal. Et donc, ça permet aussi d'avoir un échange parent-enfant, ce qui est pas mal aussi sur ces sujets. Je pense que ça permet de créer aussi du lien. Donc, je vote pour, si j'avais le droit de voter. Deuxième sujet, c'est qu'effectivement, il faut prendre les choses en main, et ça, c'est important. Ça me fait rebondir sur... c'est une news que j'ai mis dans ma newsletter la semaine dernière, là. C'est tout frais, ça date du 4 septembre, c'était dans RH Matin. 42% des salariés n'ont aucune directive IA au travail. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait c'est quand même assez énorme. Alors on peut regarder le bon côté des choses, c'est-à-dire que il y en a 58% qui ont des directives, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais 42 qui n'en ont pas. Donc là, la question, c'est il se passe quoi ? Les patrons n'ont rien vu. Comment ça se fait qu'on peut pas donner des directives, encourager, au contraire, accompagner là aussi. C'est-à-dire que c'est aussi apprendre, et je pense que c'est aussi une responsabilité dans l'entreprise de pas laisser les gens sur le carreau. Comment vous réagissez, Christian, toi qui est assez expert sur ces sujets d'accompagnement, comment tu vois les choses ? C'est très dangereux, que ce soit ce comportement de rien faire en fait, qui pour moi ça équivaut à interdire en fait. Donc du coup, il y aura ce qu'on appelait du shadow IT. Du coup, à ce moment, ce qui se passe pas mal, c'est du shadow IA. Ouais. Les bonnes pratiques, par contre, je vois souvent, c'est des chartes d'utilisation, d'usage en fait de l'IA dans l'entreprise. Donc avec toutes les bonnes pratiques de sensibilisation, de sécurité, avec les limites. Qu'est-ce qu'on met, comment on s'en sert, et puis donc là, comment on s'en sert, c'est surtout les formations, les accompagnements. Donc là, je suis pour la conduite accompagnée, du coup, pas que pour les enfants, mais aussi pour les salariés, c'est très important. Puis, c'est vrai que pour moi, c'est très grave en fait de laisser faire, parce que du coup, on va pas dans le mur parce qu'il est jamais trop tard pour rattraper, mais du coup, il y a des risques où du coup, ça peut être, surtout dans les petites structures, je crois que c'est Charles, il en parlait justement, peut-être que dans les petites structures, PME, PMI, etc., les petites entreprises, du coup, il y a moins de sensibilisation. Donc là, je trouve que c'est encore plus dangereux dans le sens où du coup, l'activité et à dépendre vraiment d'un petit nombre de personnes, et le fait d'utiliser l'IA à tort ou à raison, mais du coup pour quoi que ce soit, du coup je vais dire une bêtise par exemple au hasard, faire un plan stratégique, du coup ça peut être bien ou pas bien,
Donc en plus, ça peut être très perfectible le résultat que l'IA va donner, même si ça peut paraître effet waouh, mais du coup ça peut être perfectible sur le long terme. Et ça peut, c'est ce qu'il y a déjà eu, hein, même des grandes entreprises. Hein, ils reviennent en arrière, ils rembauchent du personnel, hein, du coup, parce que du coup on a vu que 90% en fait c'était pas probant les résultats de l'IA en entreprise. Mais c'est vrai que du coup c'est dangereux parce que en plus il peut y avoir des fuites de données, des données donc du coup pas que perso, mais aussi sensibles. Donc sensibles sur le fonctionnement de l'entreprise, mais aussi sur les clients qui y sont. Donc je trouve ça très dangereux de pas. Je parle pas d'encadrer et mettre un gendarme derrière chaque utilisateur, chaque salarié. Et du coup, qu'il y ait une charte en fait et qui est en fait que tout le monde ait conscience des risques, parce que les risques sont réels quand même, ils sont vraiment là. Ouais. Je partage. Jean-Emmanuel. Moi, je forme deux entreprises du CAC 40. Les salariés ont des directives. La directive est ne touchez pas à l'IA, sauf celle qu'on a fait pour vous. Et celle qu'on a fait pour vous, c'est juste la charte de l'entreprise. C'est 50 documents qui sont compilés et tu peux interroger les 50 documents. Donc, on n'est pas très avancé. Et donc les grandes entreprises, elles interdisent. Donc là, la directive, ils font partie de la statistique de ceux qui ont une directive, ça donne rien faire. Et les petites boîtes, parce qu'ils savent pas, parce qu'ils ont peur, là, il n'y a pas de directive et c'est le fameux shadow. J'en profite d'avoir la parole pour répondre à deux commentaires. Un de Théo qui a fait l'excellente blague en disant que hier, on punissait les enfants en leur interdisant de sortir et aujourd'hui, on punit les enfants en les obligeant à rester à la maison et à regarder des vidéos, je sais pas quoi. Et Zuber a aussi évoqué quelque chose sur les erreurs du vibe coding. C'est sûr que le coding par IA, qui s'appelle vibe coding autrement, fait des erreurs, mais il a développé tellement vite sur 3 pages complètes de code, donc 1500 lignes, que s'il y a 3 erreurs dedans, on les corrige assez rapidement, surtout que lui-même sait les corriger. Donc, quand on code par l'IA, moi je l'ai fait tout cet été, j'ai eu un été hyper studieux, j'ai codé comme un fou tout l'été, j'ai appris plein de choses dans les domaines que je connaissais très bien, de JavaScript, de Python, de Jupyter, c'est des domaines que je connaissais très bien. Grâce à l'IA, j'ai vu comment ils développaient des choses, mais ça je connaissais pas cette bibliothèque, je connaissais pas cette manière. Oui, c'est beaucoup plus intelligent de faire comme ça. Ou certaines fois, de lui dire, non, là, t'as pris la mauvaise direction, c'est pas comme ça que je veux coder, on fait différemment. Mais j'ai appris beaucoup, donc je me suis amélioré moi-même. Et si on m'enlève l'IA aujourd'hui, je serais triste, mais j'aurais appris des choses pendant cet été studieux. Donc voilà pour deux réponses à 2 commentaires des viewers. Voilà, donc Hubert a réinventé le cahier de vacances que nous on avait petit. C'est plutôt ça. Passeport Python, j'ai fait cet été. Passeport Python. Ah tiens, alors t'es un peu challengé par Zuber qui dit tu connais pas le AA. Voilà, donc c'est le European. Si on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pour effectivement tout ce qui est, je dirais pour les personnes en situation de handicap, qu'on ait effectivement un certain nombre de critères. Si j'ai bien compris tout ça, je remonte le film et je sais plus exactement ce que signifient ces acronymes. Qu'est-ce que je déteste les acronymes si on peut pas parler gentiment avec des vrais mots. Bref, on a compris. Donc, je ne sais pas si le vibe coding intègre aussi l'accessibilité de base, de facto. Il y a ces sujets d'accessibilité. De facto, il faut juste lui demander, quoi. D'accord. De facto, non, il faut lui demander. Il faut lui dire, imagine que quelqu'un de malvoyant... donc il va te créer un bouton qui sera un bouton contraste fort, j'imagine, ou à moins qu'il t'invente un truc incroyable. Mais ça devrait être de facto ça, puisque finalement sinon ça sert à rien de faire des sites qui sont pas accessibles, puisqu'on va oublier une grande partie de la population. Donc si tu le demandes pas, il te le fait pas. C'est pas normal, ça devrait être dedans. Voilà, ça devrait être dedans de base. Au moins on enlèverait plein de sujets et on permettrait de traiter toute une grande partie de la population qui est laissée un peu sur le carreau quand on oublie de dire vibe coding. Au fait, tu n'oublies pas qu'il y a des gens qui peuvent être en situation de handicap. Oui, voilà. Je pousse pour ça. Voilà, donc il faut l'intégrer dedans. T'as 1000 fois raison. Merci. De rien, c'était cadeau.
il suffit que 50 développeurs disent à Cursor, en l'occurrence à Claude 3.5, ajoute-moi l'accessibilité pour les malvoyants, malentendants et des personnes en difficulté. Il suffit que 50 développeurs le demandent pour que la 51e fois, ce soit lui qui le propose pour le prochain développement. À ce jour, moi, il ne me l'a jamais proposé. Ça veut dire que peut-être aucun développeur n'y a pensé. Mais si on est 50 à le faire demain, je suis sûr et certain qu'après-demain, c'est lui qui va le proposer en disant « Veux-tu » parce qu'il te propose, hein, « Veux-tu que je fasse ceci maintenant ?» Et tu lui dis oui ou non. D'accord. Et je suis sûr que si on lui fait développer des accessibilités pour les personnes en difficulté, je suis sûr que dans 3 jours, il le propose aux gens qui n'ont rien demandé. Bon, ben ça sent une mobilisation massive, tu vois. Je pense que plutôt que réguler, finalement, proposons, faisons en sorte que ces IA soient plus intelligentes, en fait, et intègrent bien ces sujets. L'EA est désormais une obligation légale depuis juin pour les boîtes de plus de 10 personnes, nous signale Alice dans les commentaires. Merci. Mes amis... Je vais rajouter... Alors, rajoutez. Puis il y a Alice qui... Tu sais que t'as coupé la parole à Alice, hein, vas-y, mais... C'est pas vrai. Mais Alice, je t'en prie... C'est moche. Non, mais elle est sur Android, donc de temps en temps, elle a du mal avec son micro. On y va. C'était le running gag de la journée. Alors, du coup, vous parliez d'options, en fait, le A est obligatoire depuis juin. C'est obligatoire. C'est obligatoire depuis juin. Ouais, donc on va passer la parole à Alice. On lui laisse brancher son micro parce que c'est pas si simple que ça avec ce type d'appareil. Elle est là. Vous allez entendre. Ça marche du premier coup. C'est dingue. Et oui, regarde peut-être les médias à côté. Oui, donc en fait, c'est une obligation. J'ai vu, c'était visiblement le A été proposé en 2019 et là a été validé depuis juin 2025 et désormais toutes les boîtes, de certains secteurs d'activité de plus de 10 personnes sont obligées justement de respecter certaines choses pour que les personnes malvoyantes, malentendantes puissent accéder au contenu. Mais autrement, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le rebond du rebond. Le fait que tu précisais qu'il y avait 42% des boîtes qui n'avaient pas donné de consigne. Et Hubert rajoutait que oui, mais des fois, quand il y a une consigne, c'est la consigne ne pas y toucher. Donc, en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est combien ont eu des consignes constructives permettant d'utiliser l'IA au mieux et en accord avec les directions techniques des entreprises qui, effectivement, doivent bien s'arracher les cheveux. Parce que par rapport à autrefois où il fallait déjà gérer comment c'était BIOD emmener son device, c'est ça. Bring your own device, le BIOD. Ouais. Et là, ça va être votre propre IA et c'est la porte ouverte à pas mal de problèmes pour eux. Bonne chance. Autrement, je voulais revenir sur un truc qui avait été dit sur le fait que seules les grosses boîtes font des trucs et on est un petit exemple et il y a eu un épisode le mois dernier qui le prouve que même des petites boîtes, voire même des associations font des manifestes du numérique où ils autorisent l'utilisation de l'IA mais sous plein de conditions, pas sous n'importe quel compte, pas sur n'importe quel outil et pas pour faire n'importe quoi. Ouais, voilà. Donc, je vous encourage si ça vous intéresse, en savoir plus, vous allez sur la chaîne Connected Mate, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, et vous cherchez le rendez-vous qu'on a eu au Cerf de Baudreville. C'était cet été, c'était passionnant. Hein. C'est IA et écologie, faut-il vraiment choisir? Et vous allez voir, il y a des gens très créatifs, en fait, qui ont choisi, qui ont encadré les choses, qui ont mis en place une charte, mais elle est super intelligente parce que c'est une vision qui est derrière. Voilà, c'était le petit coup de pub pour nos amis des Cerfs de Baudreville et bravo pour cette initiative. Mes amis, merci beaucoup. C'était le premier essai, notre premier débrief de l'IA. Je pense qu'on va essayer de tenir peut-être ce rendez-vous une fois par mois, si ça vous branche, voilà, avec des invités un peu surprises. Merci Hubert de nous avoir rejoints comme ça au débeauté. Chic et cash, hein, on l'appelle Hubert. C'est au moins ça envoie. Écoute, on va suivre un petit peu ces différentes actualités. Il y a des nouveautés aussi qui vont arriver. Voilà. Donc on peut faire un truc. Alice propose un truc assez rigolo. C'est on arrête l'enregistrement, mais sans l'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'appelle le off. C'est-à-dire qu'on a fini cet épisode du podcast. Donc, merci à vous tous. Si vous avez adoré, vous n'hésitez pas à vous abonner, vous mettez des commentaires sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Voilà, vous partagez autour de vous. L'épisode est maintenant terminé et en fait, on va le continuer. Donc, Alice, on est dans le off.
Qu'est-ce que tu voulais ajouter qu'on n'a pas dit encore ? Mais c'était pas forcément enfin si, il y a eu plein de sujets sur lesquels j'aurais c'était bien, ça s'est bien passé, c'était super. Moi je trouve que Hubert, c'était. Il faudra qu'on appelle Hubert quand même parce que là son avatar qui est intervenu, c'était pas prévu. Non, c'était plutôt pas mal, quoi. C'est quand même très fréquent qu'on a des émissions et qu'on se dit oh là là, c'était super bien aussi ce qu'on s'est dit juste avant ou juste après. Et typiquement quand on avait le podcast sur LinkedIn, on restait souvent en off, des fois 5 minutes et des fois une demi-heure à parler de trucs. Donc ça peut être sympa aussi d'avoir une version non enregistrée où on continue à parler. Enfin, là on a tout coupé, hein. C'est plus du tout enregistré. Voilà, ça continue à tourner d'ailleurs. On ne le coupera pas au montage. Donc si vous êtes encore là, vous avez bien fait parce que ça fait maintenant 1h18 que vous nous suivez. Donc c'est génial. On va continuer jusqu'à 4h du matin. En fait, c'est prévu. Hubert met les boules à facettes. Christian nous a prévu une playlist de folie d'ailleurs. Alors Christian, ce off, ça s'est passé comment cet épisode aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah écoute, ce que j'en ai pensé, c'est très dur de parler des actualités parce que les actualités, c'est tous les jours et c'est chaque heure, même des fois plus, ça va plus vite que ça. Donc c'est très très dur parce que autant qu'on les dise, du coup l'actualité n'est plus fraîche. Mais c'était très intéressant, du coup c'était cool que Hubert monte parce que du coup ça a mis, donc c'est vrai qu'on pourra refaire un épisode sur le vibe coding parce qu'on est plusieurs à pas avoir le même avis dessus. Et puis c'est vrai que sur l'accessibilité on pourra peut-être voir ça, donc, mais c'est vrai que c'est très intéressant comme. En parlant d'accessibilité, Théo nous dit j'ai jamais vu autant de paires de lunettes sur un même live. 5 sur 6. Merci beaucoup Théo, c'est de rien. Merci. C'est cadeau, merci beaucoup. C'est cool. Truc intéressant, peut-être on va tourner aussi. Jean-Emmanuel, qu'est-ce que tu as pensé de ce live ? On fait le débrief comme ça, tranquillou. Dis-nous tout. Écoute, moi j'ai trouvé ça très intéressant et puis les gens avaient envie de parler, d'échanger des choses, de montrer des choses qui n'étaient pas forcément bien ou pas. Enfin, moi j'ai adoré l'intervention cash de Hubert. Au moins ça a le mérite de chatouiller les gencives. Ça a eu un mérite incroyable, c'est-à-dire qu'en fait on s'est fait restreindre par TikTok, c'est-à-dire qu'en fait j'ai eu une alerte qui dit ce live est restreint. Voilà, donc comme quoi il y a de la modération faite par des algos. Je ne sais pas quel était le mot-clé, il faudra trouver. Il y a toujours ce chèque de 15 000 € à gagner, offert par... voilà, si vous avez trouvé le truc. Si vous n'êtes pas restreint, c'est que vous ne faites pas les choses bien. Mon code promo. Ouais, voilà, le code promo, c'est HK, Hubert Kratirov. Le code promo, c'est... Voilà, je pensais PPC, moi, non ? Ça marche. Non, c'est pas Henri Kaufmann, c'est Hubert Kratirov, paix à son âme, à mon ami Henri. Donc voilà, on s'est fait restreindre. Bon, c'est pas très grave en fait, hein. C'est dans la boîte, donc c'est enregistré. Théo nous fait un truc super en disant de toute façon, si tu fais pas restreindre, c'est que c'était pas bien, donc c'est que vous faites pas les choses bien. Plutôt sympa. Charles, allez, on fait le tour de piste. Ton débrief de cet épisode. Très intéressant. J'ai bien aimé le côté qu'on aille chercher un peu les news à droite à gauche et pas que en Europe. De sortir. Moi, je me suis forcé moi à le faire, mais je crois qu'on a tous eu la même intention de chercher un peu l'originalité. J'ai beaucoup aimé le côté grande gueule d'Hubert. Je l'ai trouvé plutôt calme ce coup cette fois-ci. Je l'ai trouvé plutôt calme. Oui, on l'a connu. Voilà, je m'attendais à ce qu'il parle un peu plus de, finalement, elle est devenue ministre pour des raisons qui relèvent pas forcément de ses compétences. Tu vois, je me suis demandé si on n'allait pas glisser dans le gossip politique. Non, je pense pas. Non, c'est pas le genre de la maison. Non. Non, en revanche, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça fait quand même déjà plus d'1 an qu'on fait ces lives sur TikTok. Et qu'on a retrouvé, je trouve, la fraîcheur du début, à pouvoir à la fois toucher des sujets artistiques, technologiques, le côté très informatique, tech de base, le côté un peu touche à tout avec l'écologie, avec d'une manière un peu alors, le mot est un peu pompeux, mais philosophique de l'IA, comment est-ce qu'on envisage l'IA dans notre quotidien, dans notre accompagnement. Ce qui fait que ça a rendu, je trouve, même dans les commentaires, ça se voyait, les rebonds, entre autres, assez sympa, et du coup ça relançait l'attention à chaque fois. J'ai trouvé ça super bien. J'ai pas vu, franchement, quand tu nous as dit que c'était la fin, j'ai regardé, je fais ah ouais, ça fait déjà 2 heures. Il est quand même 3h35 du matin et on n'a pas fini en direct de Los Angeles pour la keynote d'Apple.
Voilà, alors ça c'est un peu le sujet. Alors tu vois, c'est assez difficile comme exercice, mais je vais peut-être laisser la parole. Qui c'est qui a pas débriefé encore Christian, il n'a pas débriefé. Non, Alice. Attends, on va lui laisser allumer son micro. Alice. Arrête avec ça, oh là là. Apple est gris, je comprends que tu sois gris. Il y a tellement de quoi d'être en rage contre Apple, mais arrête avec Android à la 5e. C'est demain la keynote Apple. Ouais, Mais ça, oui, ça on va donne rien l'âge. apprendre. Non, alors c'est pas parce que les amis de chez Google ont fait un carton avec Gemini, effectivement Gemini et tout ce qui sort, Notebook est là, mais j'avoue que c'est vrai. Mais rappelle-toi, j'ai quand même été parmi les premiers à dire attention, Google arrive. Il y a longtemps, quand ils étaient au plus bas, vous savez, tout le monde se moquait d'eux. Je dis attention, non, c'est quand même eux qui ont posé les premiers papiers sur GPT, les transformers, donc ils vont remonter. Eh ben, j'ai la même intuition avec Apple. Voilà. Oh, c'est beau. J'ai la même intuition avec Apple. Tout le monde se fout un peu d'eux. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais disons qu'il y a ceux qui se foutent d'eux depuis 6 mois, depuis 1 an, et ceux où ça fait plusieurs années. Et t'étais moins que moi. Tout à fait. Mais tu vois, moi, je pense qu'on peut, avec le temps, changer d'avis. C'est une preuve de grande intelligence aussi. Tu vois. Mais non, moi, je pense que on va les voir remonter. Tout le monde se moque d'eux. Vous allez voir, ça va remonter. Je parie. Je suis presque prêt à acheter des actions Apple. Voilà. Il manque Ati. C'est vrai, LSL Maker, il nous arrive. On n'a quand même pas débriefé. Hein. On n'a pas débriefé. Non, mais c'est vrai. Il n'était pas sur Apple quand même. Il était sur quoi ton débrief ? Il était sur Android, c'est ça, Est-ce que quelqu'un a un câble de batterie ? Je partage juste les opinions vraiment d'un peu tout le monde sur ce qui a été dit vraiment sur ce live. Voilà, les éclats, d'Hubert. Même l'intérêt, enfin le côté très frais de rebondir comme ça sur l'actu qui était franchement sympa. Et oh non, j'ai mangé ce que je voulais dire. Ah si, que à un moment à la fin d'une des saisons, je crois la dernière, on s'était dit OK, là ça fait déjà un moment qu'on n'est plus que sur l'IA, peut-être qu'il faudrait s'ouvrir à d'autres thématiques. Et comme là, je pense vraiment bien dit Charles, c'est qu'en fait maintenant c'est un petit peu comme les sujets qu'il y avait sur le numérique il y a 15 ans où on se disait est-ce qu'on fait une pastille spéciale numérique, et en fait le numérique s'est mis à être partout, et je pense que si l'IA se met à être partout aussi, ça nous permettra d'aborder encore 10 000 sujets différents. Ouais. Ça va être le prétexte, en fait. C'est ça. C'est un peu la tech est un peu le prétexte à tout, finalement, pour revenir sur des sujets finalement extrêmement humains. En plus, on a parlé un peu d'intergénération aussi tout à l'heure. Hein. C'est le fait de marier, je dirais. Et on a vu que c'était. Et j'ai trouvé ça super intéressant, d'ailleurs, se dire finalement, arrêtons de classer les personnes par rapport à leur âge. On s'en fout, ça. C'est pas le sujet. C'est la posture, en fait. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être créatif, inventer, innover, partager. Bien au contraire. Donc, c'est plutôt une super nouvelle. Je fais quand même 2 camps, hein, ceux qui scrollent et ceux qui creusent. Hein. Moi, voilà. Merci Charles qui a tout de suite senti cette répartie à la Clint Eastwood. Voilà, mais peu ont la ref, à mon avis. Autre chose en termes de débrief, Alice elle a coupé son micro. Tu me fais jouer avec... Voilà, j'ai fait jouer avec son micro. J'ai fait jouer avec son micro. C'est... Je voulais vous dire. Alors, avec plaisir pour le refaire le mois prochain si ça a plu au plus grand nombre. Ouais. Si ça vous a plu, scrollers, on les appelle. Oui, on les appelle comment ? Les scrollers, on les appelle aussi les lurkers. Lurk, ça veut dire regarder, mater sans agir. Donc les lurkers, c'est ceux qui matent. Et après, tu as les doers, c'est ceux qui font. Et la répartition, c'est 99-1. Donc 99% de lurkers, 1% de doers. Donc la bonne nouvelle pour le pourcentage. Merci Zuber qui a le bon, la brute et le truand. La bonne nouvelle, c'est pour le 1%, vous pouvez choper 99% de la valeur. Quoi. C'est ça qui est plutôt bien. C'est exactement ça. Ça. Donc j'ai rien contre Clara Chapaz, j'étais plutôt pour elle, puisqu'elle a fait suite à Jean-Noël Barrot, qui était plutôt un politicien qui maintenant aux affaires étrangères, qui était aux affaires étrangères, qui a fait suite à Cédrico, qui s'est pris des actions Mistral pour 117 €, qui valent aujourd'hui 100. Avec le rachat par ASML, il a dépassé les 10 millions.
C'était Cédric O. Juste avant, il y avait Cédric Mounir Majoubi. Donc, tous ces responsables de l'IA, ils avaient tous à la base une petite connaissance technique. Clara Chapaz, elle en avait une meilleure que les autres. Elle a dirigé la French Tech. Mais dès qu'elle est passée de la French Tech au gouvernement, bah, tout d'un coup, elle a tout oublié et elle s'est mise à faire de la politique contre les sites porno. Ça a été son cheval de bataille contre le porno. Ça a juste eu comme effet, puisqu'on parlait de sortie, de faire le mur, d'apprendre à tous les mineurs de savoir ce que c'était qu'un VPN. Donc, ils ont tous appris ce que c'était qu'un VPN pour pouvoir contourner la bêtise de la mesure de Clara Chapaz. Ah, je sais pas. Tu vois, je pense que là, fais gaffe parce que tu vois, on pourrait. Tout à l'heure, on parlait du bashing sur Luc Julia, qui, pour mon avis, pour moi, est à tort. J'aurais tendance à dire ça. Bon, là, aujourd'hui, au moment où on enregistre, il y a bascule de gouvernement, donc ça va changer. Donc moi, je tire pas sur le sujet. Si elle est là, c'est pas pour rien. Tu vois, donc elle a fait des choses à la French Tech plutôt bien, tu vois, dans la foulée. Nickel, absolument. Donc après, est-ce que French prix, Tech, tu vois, moi je sais pas, tu vois, enfin comment on peut être, à un moment donné on est bien et on l'est plus. Bon, est-ce que c'est parce qu'on rentre dans un truc, les mecs qui font les éléments de langage, eux n'y connaissent pas grand-chose, et tu te fais avaler par le sujet, puisque finalement à ces postes-là, c'est quand même plus de la com qu'autre chose, hein, tu vois. Donc il y a peut-être ce sujet-là. Bon, je tirerai pas sur le, tu vois, je tire pas sur le truc. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plutôt dynamique. Jean-Noël Barrot qui est parti. Ouais, Jean-Noël Barrot mais qui est ça a parti toujours été dans ça. l'État. Si tu prends Non, il y a 20 lui, ans, tu vois. C'était le contraire. Non, mais il était juste avant Jean-Noël Barrot. Lui, Oui. il connaissait pas grand-chose à la tech. Mais quand il est arrivé responsable de l'IA et responsable de la tech au gouvernement, il a très vite appris et il a fait, je l'ai vu sur plusieurs interventions en anglais sur l'IA, sur la blockchain, sur les NFT, et il a été plutôt bon en ayant appris. Elle a fait le chemin contraire. Elle était plutôt bonne avant de rentrer au gouvernement. Et quand elle est rentrée, alors t'as raison, peut-être qu'elle a eu plein de contraintes que nous ne connaissons pas, mais elle s'est focalisée sur le porno et elle a fait que ça. Non, Alors, c'est toi qui fais une fixette sur le sujet. C'est toi qui fais une fixette sur le sujet. Elle a pas fait que ça. Arrête un peu. Non, là, tu fais une fixette du moment. Mais ça, c'est maintenant que tu as trouvé comment utiliser un VPN. Voilà, c'est cool, quoi. Tu vois, c'est pas un problème. Voilà, tu vois, tu savais déjà avant. Mais attends. Mais tu sais, il y a Charles qui lève le doigt. C'est ça. On me signale. Charlie lève le doigt. Et Charlie lève le doigt. Voilà, je lève le. Non, juste pour vous donner quelques clés de compréhension, effectivement, on a pas mal de personnes, type Jean-Noël Barrot, qui était considéré comme l'un des députés qui étaient qui avaient le plus d'affinité avec la tech, et on voit Clara Chapaz. Il faut savoir que quand on devient ministre, ce qu'on demande d'abord à un ministre pour être performant, et on l'a vu avec plein de gens de la société civile qui sont venus, en fait, ils n'ont pas réussi à s'accrocher parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas le fonctionnement des institutions. Première chose. Donc, par rapport à ça, c'est normal que beaucoup se plantent parce qu'en fait, ils arrivent dans un milieu qui n'est pas du tout le leur, pas du tout avec les mêmes codes, et ils ne sont pas formés, ni entourés, ni aidés. On ne va pas le cacher non plus là-dessus. Deuxième point, la difficulté pour Clara Chapaz, comme pour tous les ministres du numérique, c'est que le numérique, c'est une prérogative qui relève de l'Europe. Donc en fait, c'est Ursula von der Leyen qui t'explique la vie du numérique aux Français, et le ministre du numérique en France, il répond même pas au ministre de l'économie, il répond même pas à Bercy, il répond directement à Bruxelles. Et vu que Bruxelles aujourd'hui sur cette prérogative n'a pas forcément les mêmes ambitions que la France en termes d'accélération sur les et tout ça, tu te retrouves avec des personnes qui peuvent être ultra compétentes ou en tout cas qui connaissent très bien, qui pourraient faire des ponts, beaucoup plus de ponts entre les institutions et le milieu de la tech, sauf qu'ils sont pieds et poings liés par les institutions, et du coup ça entrave toute leur capacité à pouvoir agir sur ces sujets-là. Et d'ailleurs on le voit, hein, tu parlais du problème du VPN. Cédric O, qui pareil au départ n'est pas un expert de la tech, il a réussi à se former et à expliquer que vouloir interdire les sites internet aux mineurs ou des choses comme ça, il a montré au sein de l'Assemblée nationale, il a fait une démo en s'abonnant sur un VPN, en faisant croire qu'il était en Allemagne, et vu que la réglementation n'est pas la même, il avait accès à certains sites qui étaient soi-disant interdits en France, alors qu'il était au milieu de l'Assemblée nationale. Donc, il y a aussi cette méconnaissance du grand public vis-à-vis de ça.
ces prérogatives que l'Europe a, et que quand on s'y intéresse, on comprend beaucoup de choses, notamment sur le fait de pourquoi est-ce que Thierry Breton alimentait le buzz qu'il avait avec et là, c'était le mot magique. C'était ça, le mot qu'il fallait trouver pour le chèque de 15 000 € offert par Hubert Katirov. C'était Thierry Breton. Et oui, et voilà. C'est bon. Voilà. Vous êtes venu d'arriver jusqu'ici. C'était voilà. Charles, ton chèque est à ta disposition. Voilà. En bas, je le laisse au livreur Uber Eats. C'est beau. Ah ben là, c'est Ripaille, les amis. Ripaille, on donne l'argent. Voilà, c'est super. Merci beaucoup. Bon, les amis, 22h33 pour ce live. Je ne sais pas si on fera un off ou pas un off juste après. En tout cas, grand merci. On se donne rendez-vous. L'épisode, je pense qu'il sera diffusé. Il faut que je fasse un petit peu un jingle devant, un jingle derrière. On va le laisser vraiment dans son sujet, sauf si, voilà, donc on mettra des bips partout quand Hubert s'exprime. Vous avez 4-5 minutes de bip d'affilée, mais ça sera cadeau. Non, je déconne. Belle nuit à toujours au top. Merci beaucoup à LCL Makers. Et c'est vrai, Cathy nous a manqué. Bon, elle est passée à un moment donné, j'ai essayé de l'inviter, puis ça s'est pas fait, mais on trouvera. Clubhouse n'est pas mort, nous signale Zuber. C'est vrai, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de Clubhouse. Bon, grand merci à vous tous. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Connected Mate sur YouTube, Apple, Spotify, Deezer et tous les autres. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Salut. Connected Mate.